merci à tous les quatre. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter pour donner un peu le contexte? On va voyager dans le temps et effectivement on va aller voir si les fake news sont une nouveauté ou si ça a toujours existé. Je ne suis pas certain que ça soit si nouveau. Et j'aimerais qu'on voit comment vous en trouvez la réalité, comment vous l'interprétez, l'effacez, composez avec. Et on va voyager au travers de ces différentes étapes. Jean-Benoît. Donc moi je suis Jean-Benoît Héron, je suis illustrateur. Je fais du dessin, d'architecture, des reconstitutions, ce qui m'amène à chercher un peu ce genre d'informations dans mes reconstitutions. Donc Anne Laborde, en fait, je suis bretonne de naissance, comme le nom de mon mari ne l'indique pas, donc intéressée par la mer depuis toujours. L'écriture est une seconde carrière, parce que j'étais, comme tout le monde, fonctionnaire à Paris, faire des choses relativement ennuyeuses. Et donc, comme c'est une seconde carrière, je me suis aperçue assez vite des difficultés de l'exercice. Et je me suis dit que c'était peut-être plus facile de partir de la réalité pour écrire, parce que d'abord, la réalité est généralement beaucoup plus belle que la fiction, et d'autre part, beaucoup plus improbable également que la fiction. Et d'autre part, quand on part d'un discours, d'un épisode réel, on sait quelle est la fin, et donc la fin ne va pas arriver dans le livre comme un cheveu sur la soupe, simplement parce qu'on est à la 280e page. Donc, d'autres problématiques vont se poser. On a un script complet, on sait ce qui va se passer, mais effectivement, il y a des blancs. Il faut les remplir. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il faut essayer de se mettre dans la mentalité de l'époque pour les comprendre. J'en ai un. Dominique Lebrun. Moi, j'étais amené à m'intéresser au côté historique de l'édition à travers les anthologies que j'ai publiées chez Omnibus. Donc, les anthologies, ce sont des reprises de textes originaux. Et donc, mon travail consiste à établir un dossier autour pour expliquer. Et j'ai donc, depuis grosso modo une vingtaine d'années maintenant, beaucoup travaillé à démonter des vérités ou contre-vérités. Ce que vous appelez fake news, moi je les appelle mythes. C'est comme ça que ça se passait. Et l'intéressant dans un mythe, quel qu'il soit, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ce qui est passionnant, c'est de découvrir pourquoi on a inventé une histoire, pourquoi une pseudo-vérité a traversé des siècles, sur quoi se base-t-elle ou sur quoi ne se base-t-elle pas. Et donc j'ai eu l'occasion de faire de belles découvertes comme ça. Souvent, il s'avère finalement que la légende est bien plus belle que la vérité, et quelquefois l'inverse. Une vérité inconnue, beaucoup plus extraordinaire que la légende qui en est née, parce que la légende, on a considéré que personne n'y croirait, alors on l'a oubliée. Olivier. Oui, Olivier Le Carrère, journaliste. Moi, j'ai plutôt travaillé la majeure partie du temps sur du concret moderne, disons, puisque une bonne partie de mon activité consistait à essayer toutes sortes de voiliers. J'ai travaillé pendant 45 ans dans la presse nautique. Et je me suis intéressé ensuite à pas mal d'événements historiques en écrivant des histoires en écrivant des livres liés à l'histoire maritime, aux explorations, à certaines courses particulières, ce qui m'a amené à réfléchir sur toutes sortes de sources. Alors, Dominique, vous nous parliez de mythes. Partons d'un exemple. Est-ce qu'on a comme mythe d'il y a un peu plus de 100 ans qui a réussi à se construire et à apparaître en total décalage avec la réalité? En total décalage avec la réalité, il y a la mutinerie de la Bounty. C'est-à-dire, pourquoi a-t-on tracé du capitaine Bligh le portrait d'un épouvantable personnage, alors que c'était un type, certes un peu caractériel, mais très bien. Et l'histoire, puisque donc je parlais de savoir pourquoi un mythe se développe, là c'est extrêmement simple. Lorsque Norman Hall écrit un roman sur la Bounty,
Le cinéma américain est passionné parce qu'il y a tous les ingrédients. On va dire, d'abord le côté exotique et la navigation, donc Tahiti, Polynésie, le mythe de la vie à Tahiti. Si je peux t'interrompre 30 secondes, c'est aussi la prohibition encore, et donc les Américains trouvaient que la jolie vie c'était dans les îles. Non, oui, enfin, j'y arrive. Le problème, ce qui est passionnant, c'est que l'on a une transgression, mais aux États-Unis, il y a la prohibition certes, mais il y a bien plus gênant que ça. Ce sont toutes ces ligues bien pensantes qui sont susceptibles d'interdire la publication d'un film dans un État. Donc l'idée est qu'il faut exploiter absolument cette espèce de Robin des Bois qui est le chef des mutins, mais donc il faut qu'il se soit révolté pour une bonne cause. Donc, on transforme le capitaine Blight en un redoutable salopard. D'où, dans le film, les sanctions épouvantables, le fouet, etc., etc. Alors que non, c'est tout à fait autre chose. Alors, l'histoire le démontre, d'ailleurs, par exemple, lorsque la Bounty veut se rendre à Tahiti en passant par le Cap Horn, ce qui était les ordres. Le temps est exécrable. Bligh va loger l'équipage qui, dans son poste avant, est noyé, il le loge sur l'arrière. C'est-à-dire là où sont normalement les officiers. C'est absolument impensable. Le capitaine Bligh, c'est ça. À l'escale du Cap, il va acheter de la nourriture extrêmement revigorante pour son équipage. Ça l'empêchera pas après de faire des colères, ça l'empêchera pas d'avoir un conflit terrible avec son second, qui est une histoire merveilleuse, parce qu'il y a une histoire de dette là-dedans. Le second est une espèce de flambeur et qui donne de l'argent à Bligh, qui le lui rappelle régulièrement. Alors du coup, ça fait là encore, tiens, la vérité plus folle que la légende, puisque tout ça on l'a oublié, et ça deviendra donc la légende de la Bounty, tout simplement. Jean-Benoît, est-ce que le Bounty, tu l'as sûrement dessiné, tu l'as partiellement inventé, ou tu avais tout ce qu'il fallait pour dessiner ce type de bateau? Alors, sur ce bateau-là, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait. Est-ce que c'est juste ou pas? Je ne saurais pas dire. Mais en fait, il y a eu des répliques qui ont été construites. Pour le dernier film avec... je ne sais plus comment s'appelle l'acteur. Mad Max. Je suis nul sur ces coups-là, j'oublie toujours tous les noms. Bon, peu importe. La réplique a l'air très... Le bateau qui a été construit a l'air est plausible en tous les cas. Non, il est plus grand. Il est plus grand pour des besoins cinématographiques, mais dans la conception, il est absolument juste. Non, tes pages sont excellentes. D'accord. De ce que je sais. Merci. Oui, il y a des choses. À partir du 18e, on a des plans de bateaux. Les plans sont dressés, les Anglais ont commencé, la France y s'est mise ensuite. Donc on a des choses qui sont fiables. C'est sur les reconstitutions qui datent d'avant le moment où on dresse des plans, où c'est un peu plus aléatoire. On sait ce que c'est devenu, donc on est capable de remonter un petit peu le temps, mais il faut imaginer, ou il faut se baser sur les travaux d'autres historiens. C'est ce que je fais. Je discute beaucoup aussi sur les forums de modélisme naval, des gens qui sont très pointus, qui savent faire, qui aiment bien partager et échanger aussi. Donc les sources, on se les reconstitue. Et puis en fait, moins il y a de sources, moins on aura de contradicteurs. À partir du moment où on reste cependant logique, quoi. Alors alors soit en dessin, soit dans les textes, vous arrivez à placer le curseur de ce taux d'interprétation? À quel moment vous sentez qu'on n'est plus dans un fait très illustré et qu'il vous faut raconter ou inventer? Le plus excessif, je trouve, le plus délirant, c'était quand j'avais travaillé sur les illustrations de l'Arche de Noé, vues par Athanasius Kircher, vues par un prêtre jésuite du 16e ou 17e, qui avait complètement déliré. Il était parti du texte originel, qui est celui de l'Ancien Testament, et puis partant de là, ils ont été plusieurs, à mon avis, à faire ça. Imaginer comment ça pouvait être construit, ce qu'il fallait comme place pour
le ravitaillement des animaux, des hommes, etc., etc. Et donc on arrive à des descriptions qui sont très fouillées, très très précises. Et à partir de là, j'ai travaillé à partir de ces dessins-là, mais on se rend compte du coup que c'était quelque chose de complètement délirant, même si on est dans les dimensions données par les textes. Encore qu'on a un problème d'unité de mesure avec les textes, tu te souviens? Oui, mais bon, il y a toujours eu les rois ne chaussaient pas, n'avaient pas la même pointure, donc ce qui fait que c'est terrible. Anne, vous avez des exemples d'interprétation comme ça? Alors moi, j'ai jusqu'ici beaucoup travaillé sur le 19e siècle, moitié du 19e et deuxième moitié. Et pour l'historien amateur, c'est une période bénie parce que tous les gens qui voyageaient laissaient des mémoires, un journal. Et c'est formidable parce qu'avec la numérisation de la Bibliothèque nationale, sur Gallica, on a des sources de première main formidable. Et là, je commence à m'intéresser au XVIIIe siècle, et c'est beaucoup plus difficile. On a des archives qui sont les archives de la Marine nationale, qui sont bien classées, bien rangées. Toutes les archives qui concernent la course et le commerce sont des archives de chambres de commerce qui ont souvent été dispersées et pas classées, et c'est très difficile. Et en plus, il y a nos collègues, les historiens du 19e et de la fin du 19e qui sont arrivés avec des a priori absolument terribles sur tout ce qui est course et piraterie. Et je pense que l'interprétation de la course, l'interprétation de la traite en France actuellement est complètement déformée par les historiens du 19e. Donc si je comprends bien, on reçoit l'histoire par un intermédiaire, oui, avec un rebond d'un siècle, et on la réinterprète plusieurs fois. Donc est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on arrive à réécrire et effacer l'histoire? Oui, un peu. Je connais quelqu'un qui collectionne tous les livres d'histoire publiés sous la Troisième République. Parce que sous la Troisième République, on a une façon très particulière de voir l'histoire de France. Et à partir de ce prisme-là, on peut arriver à d'autres vérités. Oui, je pense que pour essayer de s'approcher de la vérité, il y a un principe assez simple qui est d'essayer de retrouver le texte le plus proche de l'événement. Alors ça, c'est une démarche dont ne profite pas, hélas, Jean-Benoît dans les trois quarts des cas, parce que pour des choses vraiment anciennes, c'est très rare qu'il y ait des images fiables. Ce sont toujours des images qui ont été faites après, sur des on-dit, sur des... qui sont reconstitués, réimaginés. En revanche, sur les textes, on peut souvent, même sur des périodes bien antérieures au 19e, on peut souvent retrouver des textes originaux. Moi, je n'ai pas... Sur tous les livres dans lesquels je me suis intéressé aux explorations d'autrefois, j'avais toujours un principe, c'est je regarde ce qui s'est fait sur le sujet, mais ça ne suffit pas. Je ne peux pas faire confiance à un texte qui a été réécrit par un tiers qui lui-même l'a réécrit à partir d'un autre tiers, etc. La seule façon d'approcher de la vérité, et je dis bien d'approcher parce qu'on n'en est jamais complètement certain, c'est d'essayer de retrouver le journal original de la personne qui a fait cette navigation. Ce n'est pas possible pour tout, mais on le retrouve. Je citerai par exemple un exemple, quelqu'un comme Francis Drake, célèbre marin qui s'est fait connaître essentiellement pour avoir été le deuxième à faire le tour du monde, mais dont la vie concerne, a eu des tas d'autres choses, et qui était plus un pirate qu'un navigateur sur le fond, qui était un véritable brigand. Il a laissé l'image
d'un extraordinaire explorateur, alors que j'étais juste excusez-moi le terme, mais un gibier de potence qui n'a dû son salut qu'au fait qu'il a rapporté une véritable fortune à la reine d'Angleterre, sinon il aurait fini dans un cul de basse-fosse. Donc, il s'est raconté plein de choses autour de Drake parce que c'était un personnage un petit peu mythique, etc. Mais quand on retrouve le journal de l'époque, on voit très bien quel est son parcours. Par exemple, une des grandes nouvelles qui a circulé, qu'on pourrait appeler fake news aujourd'hui, c'est le fait qu'il a passé le Cap Horn. Or, tout indique, d'après son journal, qu'il n'a jamais passé le Cap Horn. Des tas de trucs assez étonnants qu'on trouve dans son journal aussi. C'est comme beaucoup à l'époque, il n'a jamais eu l'intention de faire le tour du monde. Il avait juste l'intention d'aller pirater quelques postes espagnols sur la côte sud-américaine. Et puis une fois là, il s'est dit je vais continuer le voyage en cherchant d'autres cibles à rançonner à droite à gauche. Et puis on trouve même dans son journal cette réflexion étonnante, c'est qu'il s'est dit je ne vais pas rentrer par le chemin par lequel je suis venu, c'est-à-dire le détroit de Magellan, je vais continuer et rentrer en Europe par le détroit d'Anian, comme on appelait alors le mythique passage nord-ouest que personne n'avait encore pratiqué, sauf que Drake, lui, pensait que ce détroit d'Anian, ce passage, se trouvait au nord de l'Asie et pas au nord de l'Amérique. Et il remonte vers le nord pour essayer de le trouver, sauf qu'au bout d'un moment, lui et son équipage trouvent qu'il fait trop froid et se disent oh non, c'est pas raisonnable, il fait trop froid, on va redescendre, et ils sont rentrés par le cap de Bonne-Espérance. Tout ceci, pardonnez-moi cette longue digression, pour dire qu'on gagne toujours à se rapprocher au plus près de la source, parce qu'à ce moment-là, on voit des tas de choses qui sont tout à fait passionnantes, qui éclairent autrement le texte. Et puis de toute façon, plus on est proche de la source, plus on a des chances d'être proche de la réalité, quoi. On peut s'appuyer aussi sur l'archéologie et sur les rapports d'archéologues. En particulier, j'avais assisté à une conférence il y a quelques années au musée de Cluny sur la mer au Moyen-Âge, et il y avait à la fois un archéologue et un conservateur d'archives, et ils sont arrivés à la conclusion qu'en fait, tous les récits de traversée de la Méditerranée par les croisés sont largement exagérés, parce que c'est des gens, premièrement, qui n'avaient jamais vu la mer auparavant, et deuxièmement, qui étaient dans un trip un peu mystique de reconquérir les lieux saints, et que par contre, on a des preuves archéologiques d'une fréquentation quotidienne des rivages par une population qui la faisait en toute tranquillité. Et puis alors, comme on a parlé d'erreurs géographiques, j'ai envie de parler de Kerguelen, parce que c'est tout de même... Je trouve que c'est un scandale épouvantable, en fait, Kerguelen. Mais pourquoi ? Alors, parce que Kerguelen est parti à la découverte de ces îles en partant d'une idée d'équilibre mondial, alors qu'on est tout de même au XVIIIe siècle. S'il y a un continent qui est habitable dans l'hémisphère nord, il doit y avoir forcément aux antipodes des îles aussi accueillantes. Un continent aussi accueillant. Lui-même n'a pas mis les pieds sur les îles, il a laissé un enseigne le faire, et il est revenu à la cour en mentant complètement sur ce qu'ils avaient aperçu. Simplement, je crois que son beau-père était quelqu'un de très important à la cour, et il a pu continuer sa carrière. C'est bien pire que ça, ce qui lui est arrivé à ce pauvre Kerguelen, parce que effectivement, on cherchait ce continent absolument génial. Il est tombé sur l'archipel qui paraît effectivement immense, hein, et depuis la dunette d'une frégate, ça doit être impressionnant. Et le problème, c'est que en rentrant, il a commencé un peu à gamberger, à écrire un bout de récit, où donc il avait trouvé un terrain avec un climat merveilleux et tout. Mais le problème, quand il est arrivé à Versailles, c'est que tout le monde
a commencé à le croire et lui a posé des questions et il n'a pas osé dire non, c'est pas tout à fait ça. Et du coup, il est arrivé dans un délire total où, dans le même temps, il disait qu'il avait trouvé un continent avec un climat merveilleux, un véritable pays de cocagne, mais il n'avait pas pu débarquer à cause des tempêtes de neige. Mais personne ne voyait le paradoxe entre les deux. Et donc, il s'est trouvé embarqué dans un mensonge où il ne pouvait plus sortir. Et du coup, il s'est retrouvé capitaine de vaisseau. On lui a filé 2 autres bâtiments pour repartir à Kerguelen, où il n'a pas pu se débarquer d'ailleurs. Bon, il a eu raison, puisque ensuite, lorsque Cook est passé, il a appelé cet endroit l'île de la désolation. Voilà encore un joli mythe. Oui, donc là, on est sur une construction d'histoire qui met du temps à être démontée derrière. Ah oui, mais quand Olivier dit qu'il faut retourner aux sources, une des premières choses que j'ai constatées quand j'ai commencé à faire des dossiers autour de textes d'origine, c'est que je voyais des commentaires à droite et à gauche, et lorsque je retournais aux sources, je tombais souvent sur des interprétations totalement erronées, et qui du coup étaient répétées. Le cas le plus extraordinaire, j'y travaille actuellement, c'est les Vikings en Amérique. On a une seule preuve, tu me parlais d'archéologie, une seule preuve archéologique, et une seule, c'est l'installation d'un campement viking à Terre-Neuve que l'on peut dater 2021. Ça, c'est sûr. Il n'existe aucune autre preuve. Mais pour écrire ce livre sur les Vikings en Amérique, j'ai analysé tous les mythes, tous les mensonges extraordinaires, depuis les fausses pierres gravées, depuis les fausses cartes vendues à des universités américaines, depuis ces gens qui ont travaillé à l'étymologie algonquine pour y retrouver des bases vikings, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, comprendre pourquoi on a inventé tout ça, ça vaut son pesant d'or. C'était essentiellement des descendants d'immigrés scandinaves aux États-Unis qui voulaient montrer que les Scandinaves étaient venus en Amérique avant ces putains de latinos, Christophe Colomb et compagnie. Il y a toujours une bonne raison, en fait. C'est un petit peu le principe de l'intelligence artificielle, où en fait ces algorithmes se nourrissent de tout ce qui a été publié, et finalement l'erreur s'amplifie, se multiplie. Il y a des iconographies, il y a des illustrateurs qui ont travaillé qui ont interprété des choses, proposer des reconstitutions. Si sans chercher, sans remonter, on se base sur ces travaux-là, eh ben on amplifie l'erreur aussi. Donc il faut de plus en plus, je me rends compte qu'il faut aussi regarder dans les textes quand on propose une reconstitution, des descriptions d'inventaires, de bâtiments, de travaux. Quand j'avais travaillé sur Vauban, la manière dont Vauban décrivait à son ingénieur le radier qu'il devait faire pour le Fort Pâté. Par ça, on apprend aussi énormément. Et puis les inventaires, oui, c'est assez capital, assez crucial, quoi. De ce point de vue-là, Gallica, accessible à tout le monde, Gallica, Bibliothèque nationale de France numérique, accessible à tout le monde, est un trésor qui s'amplifie, je dirais, tous les 15 jours, on trouve quelque chose de neuf. Si vous faites une recherche, vous trouvez par exemple numérisé tous les journaux des grandes expéditions. Alors là où c'est fabuleux, c'est que les textes sont traités avec un PDF, avec ce qu'on appelle une 3e couche, qui permet le copier-coller. C'est-à-dire, vous avez un texte numérisé du 19e siècle, vous faites un copier, un coller, vous le ressortez en point doc. Ce qui permet, du coup, d'utiliser les outils comme recherche de mots, et sur un corpus, vous pouvez faire une recherche hyper rapide uniquement sur un mot. Et ça, c'est toute la magie du numérique aujourd'hui, mais surtout du numérique à notre usage domestique, où depuis n'importe quel ordinateur chez soi, on y arrive. Ça, c'est absolument magique. Alors, est-ce que c'est ça va nous aider à limiter les erreurs, ou ça peut être un accélérateur d'erreurs ? C'est selon. Non. En fait, non. Ça permet de retourner aux sources, et notamment retourner au texte. Quand tu parlais de Drake et du Cap Horn, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant de Bonne-Espérance, de Magellan, Drake a eu du très gros temps et aurait dérivé sur une longitude qui le ramenait dans l'est du Cap Horn. Ce qui était la preuve que, justement, le continent antarctique était dégagé de la pointe sud de l'Amérique. Mais du coup, c'est devenu Drake a passé le Cap Horn. Non, il s'est trouvé emmené au Cap Horn, et personne ne saura jamais s'il voulait y aller ou pas.
Mais ça s'est passé après qu'il ait passé le détroit de Magellan, de toute façon. Non, c'est sûr qu'il ne voulait pas y aller, ça, puisque ça... Il avait l'intention d'aller sur les côtes d'Amérique latine, sur la côte ouest d'Amérique latine, donc il n'avait aucune intention de descendre vers le sud. Et quand on regarde son journal, c'est très improbable qu'il soit allé à ce niveau-là, quoi. C'est très, très, très improbable. Pour répondre à la question précédente, je dirais, enfin, comme l'a dit Dominique, tout est possible avec le numérique, c'est-à-dire qu'effectivement, une lecture rapide va amplifier les erreurs et les multiplier. Et à l'inverse, comme on l'évoquait il y a 5 minutes, oui, c'est un outil extraordinaire qui peut permettre de limiter les erreurs. Oui. Est-ce que dans vos différents ouvrages, de facto vous avez écrit ou dessiné, ça va rester, donc ça devient une nouvelle vérité? Est-ce que entre le moment où vous les avez écrits ou dessinés, vous avez découvert que bon, il y a des choses qui auraient peut-être pu être un tout petit peu différentes? Oui, il y a des choses qui sont perfectibles, des choses où j'ai appris et aujourd'hui je ne le dessinerai pas de la même façon. Après, ce qui est bien avec l'illustration, c'est que j'ai créé de fausses archives aussi. J'avais proposé des plans de la bibliothèque du Nautilus de Jules Verne. Mon éditrice était assez impressionné que j'ai réussi à retrouver ça. Mais en fait, non, je les avais dessinés, quoi. Bon. Donc l'illustration permet beaucoup de choses. Sur une commande de Jules Verne lui-même? Absolument, oui. Oui, tout à fait. Avec une petite dédicace comme quoi il avait validé le plan, absolument. Mais là, voilà. Et puis, il suffit que s'il n'y a pas de contradicteur, s'il n'y a pas de... Ça peut devenir un dessin de référence. Ça devient la nouvelle réalité. Oui, dans le domaine architectural, mais de l'architecture pure, je vais proposer une reconstitution de la bibliothèque d'Alexandrie. Il n'en existe pas beaucoup, donc elles peuvent faire référence. Voilà. Moi, je vais relire ce que j'ai écrit sur Drake parce que Olivier vient de m'éclairer un peu. Parce que moi, j'ai pas été dans le journal de Drake, mais je vais donc relire ce que j'ai écrit à la lumière de ce que tu viens de nous dire. Merci. Alors moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que on est obligé à un moment, quelquefois, pour qu'une histoire soit lisible. Qu'il y ait un petit peu de rythme, qu'elle soit compréhensible, on est quelquefois obligé d'inventer des situations ou des personnages, et que ce sont généralement les personnages que j'invente, dont il y a toujours un ami qui me dit « Ah, mais moi aussi, je m'appelle Le Tarnec, et alors est-ce que c'est bien de mon arrière-grand-père que tu parles ?» Alors, évidemment, on essaye de prendre des noms ou des patronymes assez répandus. Et j'ai eu une critique dans mon livre sur donc la première escadre française qui amenait un diplomate pour signer un traité de commerce avec la Chine en 1845. Donc c'était assez facile parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé beaucoup de journaux de participants à cette expédition, que ce soit des officiers de marine, des missionnaires, des représentants des chambres de commerce. Mais la critique du livre dans mon ancien bulletin Sciences Po, de mon ancienne école Sciences Po, a parlé très gentiment des paysages de l'Asie que j'aime tant et que j'aime faire renaître, alors que j'y ai jamais mis les pieds et que je me suis contentée de recopier ce que les voyageurs ont écrit. Oh, souvent, vaut mieux ne pas avoir été dans les endroits d'où on parle, on en parle mieux. Ouais, effectivement, ça créerait potentiellement une interprétation de votre œil d'aujourd'hui par rapport au récit historique. Oui. En particulier, la rivière qui remonte jusqu'à Canton, toutes les îles ont changé de place, ont été bétonnées. C'est plus du tout la même navigation. De ce côté-là, Google Earth nous permet des choses merveilleuses aussi. Mais effectivement, attention, parce que tout change. Le trait de côte, les constructions, Mais je crois en fait que quand on a été quelque part et qu'on veut évoquer des événements qui y sont passés, ça fait plusieurs siècles, je crois qu'on se met en grand danger en réalité.
beaucoup plus qu'en cherchant des sources objectives. En restant neutre et en ayant juste Je pense, l'imagination plus qu'un support visuel de l'avoir vu. Jean-Benoît n'est pas complètement d'accord. Je comprends effectivement cette réflexion parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont changé. En revanche, sur certains sites qui sont restés naturels, ça permet de se faire... La Pointe du Raz est restée à la Pointe du Raz, ça c'est sûr. Ça permet de se faire une idée des lieux. Je donnerai un exemple. Il y a un peu plus d'un an, un docu a été fait sur le voyage de l'expédition Magellan. Et je trouve que le réalisateur a pris un parti intéressant. C'est plutôt que de mettre en scène des reconstitutions qui sont généralement sont assez bidons et assez décevantes de la vie à bord avec des acteurs. En fait, il s'est attaché à filmer tous les lieux dans lesquels est passée l'expédition et sur des sites dont la plupart ont peu changé. On voit des images de Patagonie, on voit des images d'un petit peu partout, tous les sites où il est abordé. Et je pense que ça permet aux spectateurs de vraiment se faire une idée de l'ambiance, de ce qu'on raconte, de ce voyage, à quoi ressemblaient les abris dans lesquels il a mouillé et qui ont en fait quasiment pas changé. Et là, ça apporte quelque chose. En revanche, effectivement, dans des endroits qui se sont urbanisés, là, on n'y est plus, quoi. Oui, mais quand on est sur l'eau, je regardais... J'ai travaillé sur le naufrage du Saint-Philibert, c'est pour le bouquin sur les bateaux de sauvetage. Et en fait, j'ai fait la navigation c'était entre l'Île-Dieu et Pornic, mais on arrive dans les eaux où le Saint-Philibert a fait naufrage, et on comprend mieux, puisqu'on est remonté un petit peu jusqu'à l'embouchure de la Loire, jusqu'à la pointe Saint-Gildas. D'avoir le cadre permet de comprendre un petit peu mieux comment ça s'est passé. Finalement, c'est Jean-Yves qui a fait l'illustration, mais ça permet de mieux l'appréhender aussi. Oui, mais dans les deux cas que vous citez, et moi je pourrais parler de Kerguelen où j'ai été, où je me suis retrouvé là où Kerguelen n'a pas pu débarquer en me disant, avec l'Astrolabe, nous on fait ce qu'on veut, lui il le faisait pas. Je pense que les cas que l'on prend, qui sont la mer reste la mer. À quelques siècles près, et on peut s'imaginer assez facilement sur une embarcation d'un autre siècle. Je pense, quand je parlais, j'évoquais plutôt ce qui se passe à terre, où on a donc toute une ambiance. Essayer de reconstituer, par exemple, Paris médiéval autour de Notre-Dame aujourd'hui, c'est pas très facile, quoi. C'est à ça que je pensais. Tout ce qui est son, odeur, vent, et donc c'est très très important en mer, mouvement de l'eau, c'est quelque chose qui n'a pas changé et qu'on a besoin de voir sur place pour le reproduire. D'autant plus que les héros des histoires du passé ne sont pas à moins d'être Jules César ou Napoléon planifiant la conquête de Russie, ils sont pas dans un mouvement qui se déroule de manière logique, ils sont dans la perception du moment même. Et là, je crois qu'on a la chance, si on écrit sur la mer, effectivement, c'est plus facile que d'écrire les mystères de Paris. C'est plus intemporel, oui. La mer ne ment pas et ne change pas. Non. Avec une petite nuance quand même, c'est que la mer, effectivement, reste exactement la même, mais le bateau sur lequel on navigue peut changer complètement la perception de la mer. Et les vêtements que nous portons aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le Vendée Globe. Charlie Dalin ne voit pas du tout la mer de la même façon que Moitessier la voyait sur son bateau qui plafonnait à 7 nœuds et sur lequel il pouvait s'installer pendant des heures à l'étrave, à regarder l'écume chanter joyeusement en dessous de lui, quoi. Effectivement, pour illustrer ce propos, on avait hier Nicolas Ludven en visio, donc il est au milieu de l'océan Indien. Nous, on était dans un dîner parisien, donc il y avait un vrai choc, et je crois que ça n'a pas été très sympa de faire une visio avec lui, parce qu'il voyait aussi ce qui se passait chez nous. Donc ça démontrait sa solitude. Il avait les yeux rouges à la fin, on ne partageait pas la même chose. Et
effectivement, il évoquait ce sujet de... Il est enfermé dans son bateau et il n'a pas le choix. Et il vit plus la mer comme il la vivait il y a 10 ans quand il partait en navigation. Et on sentait une vraie tristesse de regarder la mer derrière et pas devant, parce qu'il ne peut pas. Techniquement, il y a toujours de l'eau. Et de le voir quand même beaucoup au travers d'un pare-brise. Donc c'est vrai que l'environnement n'a pas changé, mais la grille de lecture évolue. Mais il est probable que le passage de la voile à la vapeur a amené la même impression de rupture pour les marins qui étaient sur des bateaux à vapeur. Et ça aussi, il faut se rendre compte que le passé, que nous, on trouve passé, il a été très moderne pour les gens qui l'ont vécu. Et il faut se mettre dans leur tête aussi, en disant c'est formidable ce progrès. Oui, je pensais à l'énorme décalage. J'évoquais les vêtements comme ça, mais le jour où la fourrure polaire est arrivée, où le Gore-Tex est arrivé, on a quand même beaucoup moins souffert en mer. Et du coup, on l'a peut-être regardé un petit peu différemment. Faudrait y réfléchir. Ouais, faudrait y réfléchir. Le récit dépend-il aussi des conditions dans lesquelles vous le vivez? Est-ce la température perçue et la température réelle transforment l'histoire? Ah oui. Mais ne serait-ce que le fait que la navigation à l'estime, aujourd'hui, on sait plus ce que c'est. C'est-à-dire l'époque où on partait sur cette notion, on a suivi tel cap avec une variation, on va dire 2-3 degrés pour le barreur, il y a le courant et le vent, ils ont fait ça, et puis en distance, le Locaelis il nous dit que c'était grosso modo entre 4 et 5 nœuds, donc on se dessinait une petite zone où on était, et puis au bout de 3 jours de mer, c'était un peu plus grand. Aujourd'hui, ça nous semble invraisemblable. Quand on prend une carte papier et qu'on découvre tout d'un coup que le point ne se déplace plus automatiquement dessus, on est tout perdu, c'est terrible. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Je voulais poser à Olivier, depuis quand date l'appellation Drake Passage au sud du Cap Horn et au nord du continent antarctique? Est-ce que ça date de cette histoire, de cette légende? Enfin, légende, Oui, alors je ne saurais pas te dire... Est-ce qu'il y a eu un nom avant, en fait, ma question? Est-ce qu'il y a eu un nom avant le Drake Passage? Non, il n'y avait pas de nom. C'est-à-dire que je ne saurais pas te répondre. Je ne sais pas si Dominique a un avis là-dessus. Mais il est clair que ça a été baptisé comme ça par les Anglais après le passage de Drake. Je ne saurais pas te dater exactement le moment de ce baptême, mais c'est en référence à lui que les Anglais, après son retour, il est devenu un héros national et on a... Mais effectivement, est-ce que ça a été appelé comme ça beaucoup plus tard? J'avoue, c'est une très bonne question sur laquelle il faut réfléchir. Moi, je chercherais du côté... Non. Les Malouines, c'est beaucoup plus sonore. La question ne se posait pas. Non, le souci, c'est quand on a découvert que le continent antarctique était beaucoup plus bas, et c'était grâce à l'expérience de Drake. Et je pense que c'est à ce moment-là que les cartographes ont appelé cette zone entre le Horn et la péninsule antarctique le passage de Drake. Il est allé au continent, lui, non, c'est parce que est arrivée une époque où on s'est rendu en Antarctique et que donc il y avait un passage, et à ce passage, on a donné le nom de Drake, qui s'y était retrouvé parce que, à ma connaissance, c'était ses calculs de longitude. Mais là, c'est assez bizarre parce qu'il n'y a pas de chronomètre, à mon avis, pour le savoir. Il avait été déterminé qu'il avait été repoussé dans l'est du Cap Horn, et à ce titre, donc, on savait qu'il y avait un passage entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Et comme c'est Drake qui s'était retrouvé à Batifoléla, volontairement ou pas, très vraisemblablement sans l'avoir voulu, que ça a dû devenir le passage de Drake. Mais c'est plutôt en référence à cette notion de zone d'eau existante entre l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique. Je le verrai comme ça. Mais effectivement, c'est une question à creuser parce que il est probable, enfin à vérifier, mais que quand les Hollandais sont passés pour la première fois officiellement au Cap Horn,
Il est fort possible que personne n'appelait ce Non, coin, les lieux n'ont pas de nom. Ce coin, le passage de Drake. Oui. Donc ça aurait plutôt dû s'appeler le passage de Van Schooten et l'autre dont le nom est le maire. Voilà. C'est juste à côté. Mais merci pour la question, parce que ça fait un sujet de réflexion. Le fait de parler, d'écrire en fake news, est-ce que c'est pas excessif en fait? Parce que quelque part, avec le temps, on voit bien que certaines certitudes n'en sont plus, puisque la science, les activités humaines nous permettent d'améliorer notre connaissance. Donc, est-ce qu'une fake news, à un moment donné, en fait, n'est qu'un fait d'un moment donné, avec une vue d'une période, avec les moyens qu'on a, et ensuite n'est plus une fake news? C'était un truc des organisateurs pour que vous veniez nombreux. Hein. Oui. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y a des choses qui sont simplement des incertitudes. Et parfois, il y a des vraies fausses nouvelles. Je pense, par exemple, à une chose récente, puisqu'on parlait de Moitessier il y a peu de temps. Cette info qui est devenue presque systématique, c'est à partir de 69, c'est Bernard Moitessier avait course gagnée quand il a renoncé à rentrer en Europe. Bon, là, on peut dire que c'est une vraie fake news parce que si on regarde les cartes de l'époque, les journaux des marins, bon, ils passent le Cap Horn avec pratiquement 3 semaines de retard sur Robin Knox-Johnston. Peut-être l'aurait-il rattrapé, peut-être pas. Et donc, on ne peut pas dire qu'il avait course gagnée, mais c'est une idée qui a beaucoup plu à l'époque dans la presse. Cette idée, ça valorisait encore le renoncement de Moitessier. Et donc, ça s'est tellement dit à l'époque que tout le monde pense que c'était comme ça, quoi. Alors que c'est faux. Mais il y a peut-être une interprétation qui était que sur cette course, déjà réussir à faire le tour du monde était un exploit. Donc entre le fait que Moitessier a réussi à faire le tour, mais au lieu de rentrer, il continue, ça se transforme très facilement en course gagnée. C'était dans la façon dont la presse, le grand public gère les événements, c'est assez compréhensible. Dans votre façon de raconter les histoires, est-ce que vous êtes observateur de l'histoire? Est-ce que vous vivez l'histoire? Et le deuxième niveau, c'est quand vous décrivez des personnages, est-ce que vous observez ces personnages ou vous êtes dans ces personnages? Je crois que chacun a son truc. Je réponds pour moi. Je m'interdis toujours de faire parler un personnage historique. J'essaie de raconter ce qu'il a fait, mais je m'interdis de le faire parler. C'était peut-être parce que j'ose pas, hein, mais c'est ma façon d'appréhender le problème. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une stratégie de prudence. C'est que les grands événements historiques, si on les rappelle, ça va être uniquement en démarquant des écrits déjà existants. Et les personnages secondaires qui deviennent... Les personnages secondaires de l'histoire qui deviennent des personnages principaux du roman... Moi, je fais ça un petit peu comme une expérience de chimie ou comme si je jouais un rôle au théâtre. C'est-à-dire que je me dis, donnant un personnage qui se trouve dans telle ou telle situation et auquel j'ai décidé de donner telle ou telle caractéristique principale, comment va-t-il se sortir de telle situation? Logiquement, qu'est-ce que lui va faire? Alors, ce qui est plus difficile, c'est quand on écrit, et ça m'est déjà arrivé, sur des ancêtres aussi, sur des gens qui ont vraiment existé. Parce que s'il faut faire une scène un peu sexy, on se dit oh là là, si j'écris ça, on va croire que c'est un pervers ou qu'il a une vie dissolue. On est obligé de sacrifier un petit peu le suspense ou le rythme du roman pour rester bienveillant.
On doit être bienveillant avec nos anciens ou nos ancêtres. Non, ce à quoi je pense, c'est se mettre dans la peau de Kerguelen, ça ne doit pas être facile quand même. Ah, avec un psychiatre, un bon psychanalyste. Ouais, sans doute. Le mensonge, l'engrenage du mensonge. Ah oui, en revanche, oui, reconstruire l'engrenage, parce qu'ils se retrouvent comme à la cour avec des gens comme Buffon, c'est pas n'importe qui, Maupertuis, qui suivent complètement son discours. Donc, il n'ose même pas dire que ce qu'il a vécu, c'est pas tout à fait ce qu'on lui fait dire. Il est coincé. Mais j'ai plus la référence en course, mais quand ce navigateur avait tourné, on est au 20e, qui tourne devant au large des côtes. Oui, Donald Crowhurst, ouais, qui est contraint de. Bah, tu connais bien l'histoire, Olivier, toi? Oui, effectivement. Alors là, pour le coup, c'est plus qu'une fake news, puisque c'est une énorme tricherie involontaire, enfin plus ou moins involontaire au départ, et qui a très mal fini. Accessoirement, le fait qu'il se soit suicidé, selon toute vraisemblance, en mer, au lieu de rentrer, rappelle une autre fake news tout aussi tragique, c'est celle concernant Nigel Tetley, qui a été le premier à faire un tour du monde en solitaire par les 3 caps sur un multicoque, enfin, qui n'a pas tout à fait terminé son tour du monde puisqu'il a fait naufrage près des Açores, et dont tout le monde dit toujours qu'il s'est suicidé un an après, alors qu'en fait il ne s'agissait pas du tout d'un suicide. Mais on a préféré... voilà, l'histoire était plus belle avec un suicide, et donc on lit partout, encore aujourd'hui, qu'il s'est suicidé, qu'il était tellement déçu par cette affaire de course perdue si près de l'arrivée, qu'il s'est suicidé après, alors qu'en fait il ne s'est pas suicidé. Mais bon. Merci à tous les 4. Plaisir. D'avoir démystifié. Merci.